Salut tout le monde, ça y est, on y est. Après 7 semaines de préparation qui sont finalement passées assez vite, les Verts entrent dans le vif du sujet ce week-end. Le championnat de Ligue 2 reprend et donc la Saint-Etienne n'aura pas l'entrée en matière la plus simple avec un déplacement à Laval samedi soir à 20h, match à suivre sur beIN Sport. Est-ce que les Verts sont prêts? L'objectif de la remontée immédiate est-il réaliste? À quelle fin de mercato on peut s'attendre? On va parler de tout ça et pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir un journaliste que vous avez peut-être déjà vu sur TL7 ou entendu sur Active Radio. C'est Anthony Verpillon. Salut Anthony, merci d'être avec nous. Comment tu vas? Salut Franck, merci pour l'invitation. Écoute, ça va très bien, il fait beau, il recommence à faire chaud parce que c'était un peu moins le cas sur les dernières semaines, donc voilà, c'est cool. Et puis les vacances arrivent, enfin pour ma part en tout cas, donc c'est cool. On va commencer en douceur, je le disais, certains te connaissent déjà. Est-ce que tu peux te présenter rapidement aux autres, voilà, parler de ton parcours, ton lien avec le foot? Ouais, le parcours, effectivement, j'ai été journaliste. Alors, j'en parle un peu au passé parce que j'ai pris un peu des distances, même si je reste toujours journaliste. Alors, notamment pour les week-ends sur Active le samedi, et puis que finalement, quand on a fait ce métier, c'est difficile en fait de s'en éloigner de trop. Mais j'ai d'autres activités maintenant, et donc j'ai été journaliste dans la Loire pendant 8 ans. Alors, je regardais parce qu'on enregistre le 5 août, je sais pas si on peut le dire, On peut. et j'ai eu un rappel sur mon téléphone il y a 8 ans tout juste que je commentais mon premier match en fait à Active. Donc finalement, j'ai été journaliste pendant plus de 7 ans dans la Loire. Oui, parce que la Loire n'est pas ton département de naissance. Non, non. Non, et puis j'ai pas mal bougé avant d'arriver dans la Loire. Moi, je suis de l'Isère, donc je suis pas très loin, mais on va dire que je suis un peu rebelle parce que je suis d'une ville de rugby et je me suis mis au foot. Et maintenant que je vis dans une ville de foot, ou en tout cas tout proche de Saint-Étienne, et ben mon petit, je l'ai mis au rugby. Donc voilà, comme quoi je Ok. suis un peu contrarié avec ma relation au foot, mais voilà, elle remonte, on va dire, à l'enfance. Et il y a eu mon père, forcément, mais il y a aussi eu ma mère qui a mis beaucoup de réticence à ce que j'aille sur le foot. Et puis finalement, l'appel a été trop fort. Donc il y a eu mon père, il y a eu mon beau-père aussi, qui m'ont amené vers le foot. Alors mon beau-père, c'était plus pour dire à ma mère, si, il peut regarder, il n'y a pas de souci, et il peut même s'épanouir avec ça. Et puis mon père, lui, il m'amenait au stade. Donc ça, c'était bien équilibré dans la relation. Mais voilà, ça remonte à l'enfance, je pense, comme beaucoup. Beaucoup, oui. Et plutôt l'adolescence, voilà, arrivé à 10, 11 ans à peu près, où j'ai vraiment commencé à suivre, ça a été une drogue, hein, enfin, clairement, et je préfère prendre cette drogue-là que d'autres. Carrément. Anto, je te propose de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je disais en préambule, les Verts font leur entrée en matière samedi à 20h du côté de Laval. Allez, on va se remettre un petit peu les dernières semaines en bouche. Est-ce que pour toi, la descente est digérée? Est-ce que l'équipe est prête pour cette bagarre? Parce que c'est le terme de qu'est-ce que cette Ligue 2? Alors la descente digérée, je pense que ça fait un petit moment, hein, qu'on s'attendait à ce que la SS caracole pas non plus en tête de la Ligue 1, et en tout cas n'y joue pas un rôle extraordinaire. Donc finalement, sur la fin de saison, on s'est, comment dire, on a essayé de s'auto-convaincre que ça pouvait tourner en faveur des Verts, mais finalement non. Donc bon, c'était presque de la logique. Et puis surtout après quelques scores un peu sévères. Après, de là à ce qu'il soit prêt, ça c'est une autre question. Et moi, de ce que j'ai pu un peu regarder, je pense pas qu'il soit prêt à écraser la Ligue 2, Mmh. alors qu'il soit prêt à reprendre ça, très certainement. Puis on va espérer, parce que ça fait presque un mois et demi qu'ils y sont, en tout cas qu'ils sont retournés à l'entraînement. De là à ce qu'ils soient prêts à écraser tout le monde, ça m'étonnerait franchement. Il y a beaucoup de choses, hein, ce qu'on a pu voir sur le terrain et ce qui s'est passé en dehors. Et j'allais te poser justement la question. Est-ce que tu as suivi hein, de plus ou moins loin cette préparation estivale? Je le répète pour ceux qui n'ont peut-être pas tout suivi. 2 victoires pour commencer, 3-1 contre Étoile de Carouge, 1-0 contre 3, et puis ensuite 3 défaites pour finir. Donc il y a eu 3-2 face aux Servettes, avec une première mi-temps que j'avais trouvé
plutôt intéressante malgré tout. La claque 3-0 contre le Paris FC, donc la défaite de samedi en Sardaigne face à Cagliari 1-0. Ouais, j'ai pas regardé tous les matchs, hein, j'avoue. J'ai pas regardé d'ailleurs ceux qui ont gagné. C'est un peu, enfin, si j'ai vu quelques images de 3, je l'avais mis en fond et je faisais autre chose en même temps. Donc voilà. On va pas te blâmer parce que c'était pas forcément foufou. Hein. Ouais. Puis c'était le deuxième match. Je pense que voilà, c'était vraiment le début de la préparation pour les Troyens et pour les Stéphanois. Après, ce qu'on peut voir, c'est que bah oui, c'est passé contre des équipes qui soit n'étaient pas prêtes, soit alors jouent clairement un niveau en dessous. Et dès que le niveau s'est un peu élevé, bah ça a été plus compliqué quoi. Donc j'ai regardé un peu plus avec insistance le Paris FC et Cagliari, je l'ai pas regardé en direct, je me le suis mis là en ce début de semaine. Donc la première mi-temps à un moment donné, la deuxième à un autre, mais en fait, on voit que c'est une équipe disciplinée qui peut tenir le ballon, mais il se passe pas grand-chose, quoi. Et c'est un peu, moi je trouve ce qu'on voit depuis très longtemps en fait à la Saint-Étienne, c'est qu'on a l'impression que les joueurs veulent bien faire, veulent trop bien faire, et on oublie une certaine créativité. Et donc, bah, on peut pas les blâmer en fait. Vraiment, à proprement parler, on peut pas dire ils sont nuls, enfin voilà. Alors il y a toujours des supporters un peu plus excessifs et qui bah, voilà, prennent les choses très à cœur et qui tout de suite iront dans des argumentaires peut-être un peu trop extrêmes, mais on peut pas dire qu'ils soient nuls. C'est juste qu'ils nous font pas rêver. Et je regardais contre Cagliari, je pense qu'ils auraient pu jouer toute la soirée. Ils auraient pas débloqué quoi. Il y a eu une action en fin de première mi-temps avec Cardona qui se déplace bien, qui ouvre un espace et qui bah, finalement bute sur le gardien. C'est un peu dommage quand même pour un joueur qui normalement devrait avoir une classe un peu plus supérieure. Mais à part ça, ouais, ça tient le ballon. Mais derrière, ça ne débloque aucune porte. Il n'y a pas de schéma vraiment préférentiel. Je m'amusais à un moment donné à regarder le milieu de terrain. Je pense que ça peut être complémentaire à un moment donné entre Tardieu, Jabert, mais on sait pas vraiment qui fait quoi en fait dans ce milieu de terrain. On a l'impression que Tardieu a beaucoup de responsabilités ou prend beaucoup de responsabilités parce que bah, de toute façon c'est un joueur d'expérience. Mais il y a pas vraiment de décalage, il y a pas vraiment et je trouve ça très dommage. Et je pense que alors les matchs amicaux c'est toujours un peu trompeur. Il y a des joueurs qui sont très bons en match amicaux. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans, Karim Cissé, que j'avais trouvé... Karim, hein, je crois, son prénom. Ouais, c'est ça. Que j'avais trouvé assez bon, très frais, très... Et puis, on se rend compte que 2 ans après, malgré des prêts, il n'est toujours pas sorti. Donc, des fois, ça peut être trompeur. Mais malgré tout, sur l'aspect collectif des choses, bah, je suis pas inquiet, mais je suis pas serein non plus à l'entame de cette saison. J'avais personnellement 2 attentes sur ces matchs-là. J'ai pas pu voir le premier contre Carouge. Le premier point, c'était que Eric Orneland n'a pas arrêté de nous dire qu'il avait récupéré cette équipe en cours de saison et que par rapport à ce qu'il leur demande, il avait besoin vraiment que ces joueurs fassent une grosse préparation. Est-ce que de une, toi, tu les as trouvés vraiment en jambes sur ces dernières semaines? Bon, même si évidemment le but c'est d'être prêt à partir de ce week-end et sur les semaines suivantes, mais moi, j'ai pas été plus emballé que ça. Et effectivement, par rapport à ce que tu soulevais au niveau technique, beaucoup d'imprécisions et finalement, une équipe qui est pas très dangereuse, alors qu'on nous vend une équipe qui est censée beaucoup attaquer, étouffer son adversaire et être omniprésente devant la cage adverse. Ouais, et puis c'est une équipe qui change pas beaucoup de rythme aussi. Et c'est vrai. ça, sur le plan physique, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Je sais pas s'ils ont pas le jus, si encore une fois ils ont peur de faire une bêtise et dans ce cas-là ils se freinent tout seuls. Mais en tout cas ils changent pas beaucoup de rythme parce que ça pourrait ouvrir des brèches justement chez l'adversaire. Alors, ça n'en ouvre pas et je pense que le rythme il est quand même pour beaucoup ce rythme un peu je dirais pas mollasson mais voilà on a trouvé son rythme et on va pas aller beaucoup plus se faire mal en tout cas c'est l'impression que ça donne en dehors du terrain. Encore une fois je suis pas sur le terrain, je suis pas avec eux et peut-être que eux ont une lecture les joueurs un peu différent.
Mais autant on avait été enthousiasmé aussi par ce début d'Orneland où malgré tout il y avait une volonté d'aller presser, d'aller. Franchement, sur ces matchs amicaux, je la retrouve pas. Parce On que est d'accord. et en plus, je regardais à la fois le Paris FC et à la fois Cagliari. Dans les équipes, elles relancent de derrière. Donc elles te donnent quand même du grain à moudre hein, pour aller les embêter, Carrément. et il se passe rien. Même avec ça, il se passe rien. Et pourtant, c'est vraiment, ça se joue dans des petits périmètres dans la surface de réparation proche de la cage. Et on sent pas un collectif prêt à bondir, à fondre. Et alors ça, après, c'est une grande surprise, un grand étonnement. Après, effectivement, on avait été enthousiasmé par les premiers matchs. Moi, je me rappelle être allé voir, alors depuis la tribune, pas depuis la tribune de presse, mais j'étais en Cop Nord supérieur parce que le Cop Nord était fermé pour aller voir le match contre Reims, le premier match à Geoffroy Guichard en janvier. Alors oui, c'était bien parce qu'on voyait un peu plus de pressing. Faut dire que Reims était particulièrement mauvais ce soir-là. Donc, je m'étais dit attention à pas non plus trop s'enflammer. On n'a pas vraiment rencontré une équipe de Ligue 1. Et puis après, il y a eu le match du PSG où on tient quand même une mi-temps, où Et ça, quel voilà, mi-temps? ouais, ça donne un petit peu d'espoir. Mais après, moi, Eric Orneland, je vois pas vraiment ses préceptes. Hein. Enfin, Mais mis à part justement, ça. tu vois, c'était une question que j'avais pour toi. Et je voulais te demander de te mouiller, mais tu es en train de le faire. Cet été, tu as suivi comme moi les efforts que le club a fait pour structurer Mhm, plus sur une vision de long terme hein, au niveau du staff technique, de la préparation physique, de la performance, du scouting. mhm. Mais c'est lui, Eric Orneland, justement, qui est forcément toujours en avance, qui répond à nos questions en conférence de presse, qui incarne vraiment ce quotidien. Est-ce que pour toi, il est ou il peut être l'homme de cette situation pour ramener le club en Ligue 1? Comment est-ce que tu juges son travail depuis 6 mois? Bah, il n'y a pas eu vraiment d'évolution. Et quand on regarde, alors je les ai pas sous les yeux les chiffres, mais quand on regarde tous les chiffres, il y a pas d'évolution par rapport à Olivier Dalloglio. Il y a le même ratio de nombre de points, à peu près. Alors je sais même plus si c'est d'ailleurs à son avantage à Eric Orneland, mais il y a pas une évolution très marquée. Il y a aussi, moi, c'était une des dernières questions que j'avais posées à Olivier Dalloglio, qui, je pense, était un petit peu sur la sellette et à ce moment-là, et était pas. Voilà, on sait un petit peu comment. Enfin, je vais pas te l'apprendre, hein, comment ça marche aussi enfin, dans la relation journaliste et membre du staff ou du club ou bah, quand un entraîneur se sent en danger, il est tout de suite un peu moins sympa. Alors c'est pas vraiment particulièrement vrai pour Dalloglio qui je trouve est quelqu'un de très humain, mais Mhm. il est vite sur la défensive. Il pense que les questions euh, pas sont orientées, mais en tout cas pourraient le déstabiliser. Enfin voilà, et donc je pense qu'il a été dans cet état d'esprit à ce moment-là. Mais j'avais posé la question. Alors après un match, je crois contre Marseille où je disais mais et pourquoi pas essayer en fait d'avoir deux attaquants en fait. Il avait dit ouais mais en gros le foot c'est pas de la télé-réalité ou du foot réalité quoi en gros il faut se baser sur des choses concrètes et là on n'a pas ça en stock enfin des attaquants qui puissent jouer ensemble et moi je m'attendais à ce que Orneland apporte peut-être une nouveauté là-dessus. Il en a pas apporté. euh, Moi, j'ai beaucoup de mal à décrypter ce que Horneland apporte, et presque à savoir si c'est un entraîneur qui est au niveau. Mais après, voilà, il a peut-être aussi pas les joueurs pour l'accompagner ou quoi. Mais je trouve ça très très flou dans le jeu, voilà, dans ce qui est demandé par Horneland. J'arrive vraiment pas à voir un fil directeur, quoi. Sur le matériel qu'il a à sa disposition, on voit que c'est un effectif, au niveau en tout cas des joueurs sur lesquels il comptait, qui a assez peu bougé, hein, mais Mm. il y a quand même pas mal d'incertitudes et on parlera de Mercato un peu plus tard. Mais est-ce que tu penses qu'il est assez armé justement pour cet objectif qui a été annoncé dès la descente finalement? On descend mais on veut remonter tout de suite. Bah, en fait, à Saint-Etienne, on peut pas dire autre chose. Il y a beaucoup de communication aussi là-dedans. Hein. Enfin, on peut pas dire autre chose. Après,
Pour la Ligue 2, je pense quand même qu'il y a des joueurs de qualité et surtout une colonne vertébrale, même si le haut de la colonne vertébrale on le connaît pas assez, l'attaque, mais le gardien est resté. En défense, je trouve que Bernauer, bon malgré Cagliari, aurait plutôt tendance, moi selon moi, à être mis en défenseur central parce que je pense que c'est un bon relanceur et que c'est un bon joueur. Après, moi, j'étais beaucoup enthousiasmé aussi par une interview que j'avais vue de lui avant qu'il arrive à Saint-Étienne, deux nuits avec, enfin voilà, où je l'ai trouvé particulièrement intelligent. Et moi, je pense qu'un joueur qui est intelligent est un bon joueur. Il peut avoir quelques lacunes techniques, mais il pourra les rattraper parce qu'il est intelligent. Enfin voilà, donc Larsonneur, Bernauer, Tardieu au milieu de terrain. Et puis après, bah voilà, en attaque, il faudrait que Lucas Tassin reste ou ne soit pas blessé. Enfin, ça c'est selon. Mais je trouve que voilà, il y a au moins une colonne vertébrale. Après, des joueurs qu'on critiquait en Ligue 1, je pense qu'ils ont quand même largement le niveau de la Ligue 2. Alors sur les ailes de la défense, on aimerait avoir des renforts, mais en l'occurrence, Denis Sapia, je pense pas que ce soit quelqu'un qui est aux fraises. Il faisait partie de la Euh, meilleure défense l'année de la remontée. Bah voilà. Donc voilà. Après au milieu de terrain, finalement, ça a un peu plus bougé. Jabert. Après, Moefek, qu'est-ce qui restera pas, je sais pas. Enfin, j'ai pas l'impression non plus qu'il y ait trop de velléité de départ, mais ça peut être pas mal. Mais par contre, ça change pas de rythme, je trouve, si c'est ces trois joueurs. Et après, en attaque, effectivement, c'est là où il y a les meilleurs joueurs, mais là où il y a les plus grandes incertitudes aussi. Euh, Après, voilà, ouais, en attaque, t'as des bons joueurs. Moi, je suis pas tout fan de tous. Et s'il y en a un ou deux enfin, un notamment qui pouvait partir, ça me dérangerait absolument pas, même si c'est un très bon joueur. Mais il va falloir capitaliser sur le prix auquel on pourrait le vendre. C'est un joueur qui vient de l'Est de l'Europe. Ouais, mais Donc je ne suis on pas va en fan. parler on va parler dans un instant. Dernier point avant d'aborder le mercato. Je sais pas si tu as vu le tweet de Romain Molina, il faut que je le Non. retrouve, où il y a une dizaine de jours, une semaine, je sais plus exactement, il a écrit que la Ligue 2 avait dépensé en transfert 12 millions et demi, dont 12 millions par Saint-Etienne. Ouais. Quand tu as ce constat-là, ne pas finir dans les deux premiers, ça serait un gros échec, un accident industriel, comme on dit parfois. Non, ce serait un accident industriel comment dire, si les actionnaires n'avaient pas les moyens, en l'occurrence ils les ont. Donc s'ils les mettent, c'est qu'ils les ont. Ce serait un accident industriel si c'était encore à l'époque Romeyer Cayazo où bah, on prend un énorme risque et où voilà. Ce serait pas un accident industriel non plus parce que le foot en fait a beaucoup changé. Kylian l'avait dit, hein, le foot il a changé, mais surtout le foot en dehors du terrain et où j'ai l'impression que maintenant les transferts veulent plus dire grand chose. Hugo Ekitike qui part pour 95 millions d'euros, qu'est-ce qu'il a prouvé pour valoir 95 millions d'euros? Je regardais hier un article, cet attaquant du Real qui avait coûté une somme énorme et qui maintenant se retrouve en Grèce libre, Luka Jovic, Jovic, ouais. 63 millions d'euros à l'époque pour se retrouver libre à l'AEK Athènes. Donc en fait, ça n'a plus. Enfin, je pense que si on raisonne en termes de prix d'achat de joueurs, etc., ça n'a plus aucun sens. Je pense que maintenant, il y a les actionnaires qui ont les moyens et ceux qui ne les ont pas, tout simplement. Donc voilà, après, ces 12 millions, c'est quoi? C'est Chico Lamba et, Chico et, Lamba, et, je pense que tu as les options d'achat et Jaber. et Jabert, ouais. Mm. Donc bon, c'est pas non plus. Enfin, oui, c'est des joueurs qui doivent te faire monter, puisque Jabert a joué la Ligue des Champions, si je me trompe pas. Alors Avec le après, Maccabi, c'est possible. Ouais. comment est-ce qu'il l'a joué et quel résultat il a eu? Mais en attendant, il a quand même joué cette compétition. Batou Binsika aussi l'avait joué, et je pense que Batou Binsika était un meilleur défenseur que d'autres. Mais en tout cas, et après Chico Lamba, bah, j'ai l'impression que c'est un pari, mais voilà, un joueur qui peut quand même apporter quelque chose. Donc ce serait pas un accident industriel, mais Un échec. bah, aux yeux de beaucoup de monde, on passerait pour des idiots en fait. Enfin, la Saint-Etienne passerait pour des idiots. Mais en tout cas,
En tout cas, c'est bien beau de dire on doit remonter, on est la SS, voilà, mais on a un public extraordinaire, etc. Oui, mais en attendant, c'est sur le terrain que ça va se jouer, donc tout le reste, c'est de la littérature. Et tout comme ça a été de la littérature en 2022, quand je pense que les joueurs qui étaient là à l'époque se disaient l'écusson va faire le reste et la SS ne descendra pas. Puis, on s'est rendu compte que non. Donc finalement, oui, ce serait quand même problématique de mettre autant d'argent et de pas monter. Après, moi je me dis, tu peux même monter sur un but de raccro au dernier match. Finalement, est-ce que ça change grand-chose par rapport au fait d'avoir écrasé la Ligue 2 toute l'année? Je suis pas sûr. Tant que tu as le résultat, écoute, on s'en Ouais, satisfera. après, je pense que si tu demandes à un supporter s'il préfère se régaler toute l'année, voir son équipe mettre des roustes et survoler le championnat ou se faire peur jusqu'à Oui, la 120e minute d'un barrage, euh, ouais, ouais, je suis d'accord. Après, les supporters, ils ont aussi connu une défaite 8-0 à Nice et ils ont kiffé comme jamais dans le derby. Donc, bon, finalement, un match en chasse un autre. Voilà, mais je suis d'accord avec toi que normalement, quand tu dépenses 12 millions d'euros, alors qu'il y a eu 12 millions et demi dépensés dans tout le championnat, normalement, tu dois logiquement écraser ce championnat. Bon, on verra à Laval, parce que déjà, Laval, ça va être un énorme test. On en ouais. reparlera peut-être plus tard, mais ça va être un énorme test parce que franchement, je pense que c'est vraiment pas un cadeau de tomber sur eux dès le départ. J'ai pas vraiment regardé ce qu'ils ont fait, mais on sait que c'est une valeur sûre de la Ligue 2. Ça fait quelques années qu'ils sont plutôt stables et comme beaucoup de clubs de Ligue 2, justement, faute d'argent, l'effectif est resté plutôt le même. Donc, ça veut dire que eux vont être prêts d'entrée de jeu, ce qui sera peut-être pas le cas de Saint-Étienne. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais juste pour rester sur ce recrutement qu'on listait, donc option d'achat levée pour Ekwa, Cardona, Bernauer, arrivée de Chico Lamba, Mahmoud Jaber. T'as quel regard là-dessus? Au moment où on enregistre, on est dans l'attente de l'officialisation de deux latéraux. Voilà, ça fait quelques jours que ça traîne. Pour toi, voilà, par rapport au choix des joueurs, alors non, qu'est-ce que ça t'inspire? J'avoue que je les connaissais pas. À part quoi, évidemment, mais Jaber et Lamba, je les connaissais pas, hein. Enfin, Non, mais moi je non pense plus. il faudrait être sacrément gonflé pour que. Alors, on trouvera toujours hein, des observateurs qui diront oui, si, j'avais vu des matchs et tout. Bon, ça n'engage que ceux qui y croient, mais ouais, je les connaissais pas. Après, je me dis que t'as un joueur qui a l'air plutôt établi dans sa carrière, même s'il a que 25, je crois que Jaber a que 25 ans, hein, Mm. mais bon, qui a fait déjà deux trois choses, et après Lamba qui a l'air d'être plutôt lui un espoir, un prospect comme on dit. C'est ça. Donc c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a quand même un certain équilibre qui va être cherché. Alors même si à 25 ans on a l'impression que c'est un ancien qui arrive, je pense qu'il manque quand même de joueurs qui n'ont pas une grande valeur marchande et qui seraient pas hyper gourmands en salaire non plus, mais qui connaissent ce championnat. Je trouve que Mm. ça manque un peu. On parle des deux latéraux qui pourraient arriver. Ce seraient pas des Français. Alors ça, à la rigueur, bon, pourquoi pas, mais ça veut dire qu'il y a la langue hein, quand même, et qu'il faut Et puis adopter. Alors, même l'adaptation au si maintenant championnat, ça ouais. parle anglais hein, à la Saint-Étienne, mais l'adaptation au championnat, effectivement. On parlait de Paul Joly à un moment donné. Paul Joly, visiblement, n'est plus vraiment une option. Moi, je trouve que c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui a quand même connu la Ligue 2, qui a connu des montées, Qui est des déjà monté, montées, ouais. Mm. voilà. Donc ça aurait été pas mal. Et j'ai l'impression que oui, on internationalise beaucoup de choses. Pas sûr que ce soit non plus très très bien parce qu'on avait internationalisé l'année dernière avec le succès qu'on a connu quoi. Du moins même si c'était un Français par exemple Pierre Cornu, bon on va lui souhaiter le meilleur pour la suite de sa carrière, mais enfin à Saint-Étienne il n'a pas montré grand chose et Non. c'était un championnat exotique. On était comme si des fois en allant chercher ailleurs ce que tu pourrais avoir sous la main, ce serait mieux. Je pense pas, mais du coup, voilà, on va laisser la chance au produit, mais on n'a pas, en fait, on n'a aucune certitude. Et c'est ça qui est un peu dommage. Et c'est dommage d'autant plus parce que tu le disais tout à l'heure, on a donné les moyens à Orneland de mieux travailler, alors avec toute une ribambelle de recruteurs. Alors j'ai trouvé que c'était très intelligent parce que pour une fois, on a des recruteurs dont le secteur est identifié.
le secteur géographique. Même si pour moi, à l'Est Saint-Etienne, normalement, ça devrait faire des années et des années que ça devrait être comme ça. Bon, après, on n'est pas. Moi, je me poserai jamais en donneur de leçons dans un club, j'y ai pas travaillé, mais enfin Il y a bon. une question de moyens aussi. Oui, mais ouais, après, t'as aussi, tu peux des fois aussi t'appuyer sur un réseau d'anciens qui, voilà, peuvent avoir une vision et des anciens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Mais voilà. Mais sauf que ça, on le met en place en juillet. Pourquoi, pourquoi on l'a pas mis en place plus tôt en fait? Enfin, il y a eu deux mercatos l'été dernier, l'hiver, pour voir qu'on s'était royalement planté. On aurait peut-être pu profiter justement du printemps pour mettre tout ça en place et pour déjà avoir prospecté des joueurs et pour déjà surtout avec comment dire, avec une préparation aussi longue dans le temps, pour faire en sorte que arriver au 8 enfin 9 août, le premier match contre Laval, bon, on ait un peu plus de certitude quoi. Et donc oui, on va laisser la chance aux produits et aux joueurs qui sont arrivés, mais ça rassure pas là non plus. Et puis après pour le troisième, Pierre et quoi, bon bah là, enfin il Ouais, y a c'est la rien de grosse inconnue. rassurant. Ouais, c'est la grosse inconnue. C'est la Le grosse mec ne voulait inconnue. pas rester, et en plus, je trouve pas qu'il ait été incontournable la saison dernière. Alors il était là à chaque match, mais est-ce qu'il a vraiment apporté un plus à cet effectif? J'en suis pas certain. Et il veut partir, il a une cote, et bah laissons-le partir. Enfin, pourquoi aller chercher encore plus qui à mon avis on n'aura pas. Enfin, quand on entend les prix, après voilà, encore une fois on n'est pas dans le secret des dieux, mais quand on entend les prix qui sont demandés, Mm. il faudrait un club qui travaille T'as- mal pour Ouais. mettre cet argent-là. Quel regard tu as sur sa situation? A priori, le club sait où il est, essaie de ne pas le braquer, mais il a raté toute la préparation, clairement. Donc Ouais. même s'il revient dans un bon esprit, physiquement déjà il sera à la traîne pendant de longues semaines. Est-ce que tu avais déjà vu ça, un joueur qui sèche autant de semaines d'entraînement? Autant non, ouais. Autant non. Après qu'ils partent au bras de fer, voilà, oui. Je pense qu'il y en a eu tous les étés alors, dans beaucoup de clubs. Hein. Enfin, je veux dire, pas à la Saint-Étienne, mais autant, j'ai pas ce souvenir-là. Après, on oublie vite hein, des fois aussi dans le foot, mais là, c'est vrai que autant il a pas. Moi, je trouve pas qu'il ait fait des différences énormes sur le terrain. Autant il a l'air entêté le garçon quand même pour pas et son entourage aussi hein, pour pas revenir à ce point-là. Ouais, c'est puis en fait quoi qu'il en soit, même s'il restait, bah, il faudrait plusieurs semaines pour le remplir et puis pour faire en sorte que ce soit un joueur digne de ce nom en fait. Donc même si on espère qu'il s'entraîne par ailleurs à côté et que c'est dans son intérêt, même s'il part enfin qu'il parte ou qu'il reste de la Saint-Étienne, mais ouais c'est, je trouve que ça met un petit peu pas de pagaille, on va pas non plus utiliser des mots trop élevés, mais ça met de l'incertitude là où, au contraire, moi c'est ce que j'avais dit on avait commenté avec Anto Perel sur Active le dernier match contre Toulouse. Bon, on avait bien senti à une demi-heure de la fin que la messe était dite et à se projeter déjà dans le commentaire sur la suite. Et moi, j'avais dit, mais il faudra qu'il soit prêt tout de suite, quoi. Enfin, qu'il soit prêt à tout bouffer, à tout écraser tout de suite. Et là, ça met encore une incertitude, un truc où on va attendre, comme chaque mercato, que ça se décante peut-être dans les derniers jours, au sens des départs ou des arrivées. Franchement, la Saint-Etienne n'a pas mieux à faire avec les moyens qu'elle a. Elle avait largement mieux à faire que cette incertitude, ouais, qui n'est pas bonne, quoi. Hmm. Il y a deux autres dossiers qui sont un peu du même ordre, c'est Lucas Tassin et Zorico Davitashvili. On est en année de Coupe du Monde, clairement ils avaient annoncé la couleur que la Ligue 2, ils n'avaient pas très envie. T'es partagé entre justement le fait de comprendre leur volonté d'un côté, de l'autre le club qui essaie peut-être d'être un peu plus fort en tant qu'institution, mais qui sait qu'il peut tout de même se faire dépouiller voilà, dans les 2-3 derniers jours du mercato si vraiment quelqu'un arrive et peut-être un panic buy, mais suffisamment sur la table, quoi. Bah, en tout cas, le club est dans son rôle hein, de dire ils partiront pas, ou en tout cas d'être ferme. Après, moi, enfin, je peux comprendre pour Davitashvili et je veux même bien l'emmener à pied dans son nouveau club.
voilà, je suis pas. Moi, non, je suis pas son plus grand fan. Il a sûrement plein de qualités pour des highlights. Et de toute façon, il y a beaucoup de gens maintenant et le foot va aller certainement se diriger vers ça. Où pour les highlights, c'est très bien. Pour 90 minutes et un sport collectif, je pense qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais lui, en plus, dans sa situation, effectivement, je peux comprendre qu'il veuille aller voir ailleurs. Il a plus de chances d'être à la Coupe du Monde sélectionné avec la Géorgie si la Géorgie se qualifie que Lucas Tassin avec la Belgique. Alors Lucas Tassin a fait quand même une performance incroyable, je trouve, la saison dernière. Même si la deuxième partie de saison, on va dire. Ouais, j'étais un de ses détracteurs sur la première partie de saison. Mais sur la deuxième, voilà, quand on voit le nombre de buts inscrits avec une équipe qui a très peu marqué, qui a très peu fait de différence et qui descend, je trouve que c'est une vraie performance. Mais c'est une performance qu'il va falloir aussi, comment dire, qu'il va falloir confirmer. Et ça, c'est peut-être le plus difficile encore, de rester à un bon niveau, c'est le plus difficile. En plus, quand tu as une préparation tronquée, donc franchement, moi, si j'étais son agent, alors après, je le suis pas parce que son agent l'ordre certainement sur un gros chèque, mais enfin, si j'étais son entourage, je lui dirais confirme, montre que tu es un roi, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, parce que c'est pas le même jeu non plus. Et je pense que si tu es un roi dans les deux championnats, ouais, tu peux envisager de faire une très belle carrière. Mais moi, si je devais le conseiller, reste à l'AS Saint-Etienne. T'es pas sûr du tout d'être pris chez les A en Belgique. Et reste à l'AS Saint-Etienne, kiffe. T'as toutes les conditions quand même, je pense, et financières, et dans le stade, et la vie à Saint-Etienne, pour t'épanouir. Qu'est-ce que ça te coûte de rester une saison de plus en fait, et de confirmer ce que tu as fait, et ensuite de te diriger vers une belle carrière. Donc moi, je pense que Stassin, il faut tout faire et le brosser dans le sens du poil et tout pour le garder. Davitashvili, bon, s'il doit partir, merci pour les quelques buts, merci pour l'incroyable coup franc au Parc des Princes, qui n'en était pas un, mais enfin bon, mais voilà, après, si, j'ai kiffé les 3 buts qu'il a marqués contre Auxerre. Ouais, j'étais dans la tribune aussi et j'ai kiffé. Mais bon, on peut pas kiffer sur un seul match parce que sur les combien de buts il a marqué, 9 surtout buts, qu'il a eu je crois. un gros trou d'air derrière, ouais. Ouais, voilà, il y en a eu 3 sur un même match, 2 ou 3 sur penalty. Voilà, est-ce que ça fait de lui une énorme saison? Je suis pas sûr. Mais dans une équipe où il n'y avait pas beaucoup d'attrait, oui, ça peut être bien. Alors que des clubs qui cherchent un joueur soliste, ils le prennent, quoi. Pour finir sur cette page Mercato, ça va être encore long, puisque ça se terminera je crois, le 1er septembre dans la soirée. Est-ce que d'une part tu t'attends encore beaucoup de mouvements dans les deux sens, ou est-ce que pour toi il y a besoin surtout d'encore beaucoup de mouvements? Moi, je m'attends pas à des mouvements, qu'il y ait énormément de choses qui se décantent. Après, il va falloir voir aussi, ça va être aussi fonction des premiers résultats, ça c'est sûr, mais j'ai pas l'impression que ce soit ni une direction, ni un entraîneur qui se remettent beaucoup en question ou qui achètent en panic buy, comme tu disais. J'ai l'impression que ils ont une idée en tête et qui s'y tiennent, même quitte à mourir avec leurs idées par moment. La preuve, sinon il y en aurait eu en janvier. Enfin, je veux dire, donc c'est bien qu'ils sont restés sur leur position. Mais c'est sûr que si tu prends des volets sur les premiers matchs, oui, va falloir faire quelque chose quand même. Là, il y a ces 2 latéraux qui devraient arriver. Moi, je pense qu'il faudrait quand même avoir un joueur d'expérience au milieu de terrain. Mais un joueur qui arriverait plutôt en fin de cycle, de carrière, voilà, qui réclame pas non plus d'être titulaire à chaque match, mais qui accompagne quand même, qui puisse à la fois accompagner et sur le terrain et en dehors. Et puis, même si Tardieu pourrait avoir ce rôle-là, mais Tardieu, il fera peut-être pas une saison entière à 34 ans. Et ensuite, soit recruter encore un petit peu sur les ailes.
Si on reste en 4-3-3, on s'arc-boute sur le 4-3-3, soit alors recruter un attaquant qui puisse aussi jouer dans l'axe au cas où Stassin s'en aille, au cas où Dufus ne donne pas, enfin celui dont on ne doit pas donner le nom, je crois qu'on ne doit toujours pas donner son nom. Non, c'est toujours pas fait. Problème administratif. Au cas où il soit pas encore au niveau, ou en tout cas pas au niveau de la Ligue 2, voilà. Et ensuite, peut-être avoir un complément pour pouvoir s'autoriser à jouer en 4-4-2, ou enfin voilà, avoir une diversité en fait. Plus de variété, ouais. Ouais, plus de variété. Parce qu'à un moment donné, c'est là où je regrette un peu le départ de Sissoko par exemple. Parce que Sissoko, il a prouvé qu'il était bon en Ligue 2. Donc, qu'il savait marquer plus de 10 buts par saison. Et est-ce qu'on peut cracher sur plus de 10 buts par saison à l'AS Saint-Etienne? Je suis pas sûr quand même. Non, après, sur le profil, je te rejoins, mais humainement, je pense que même s'il avait été sous contrat, ça aurait été compliqué, vu les derniers mois, de le conserver. Oui. Je te propose de passer à la suite, parce que depuis le début de l'émission, logiquement, on s'est beaucoup focalisé sur Saint-Étienne. Reims et Montpellier sont descendus aussi. On a parlé de Laval un petit peu plus tôt. Est-ce que tu as regardé les forces en présence qui, pour toi, peut clairement viser ce top 5? Et moi, je te donnerai peut-être les miens derrière. Ouais, j'ai l'impression que Montpellier se renforce bien. Mais après, c'est des noms. Alors, des noms, ça veut tout et rien dire. Je t'avoue que j'ai pas passé mon mois de juillet à scruter non plus tout ce qui se faisait. Mais là, je vois Montpellier qui a plutôt bien réussi sa campagne. Ouais, après, on peut s'attendre à ce que Montpellier, Saint-Étienne joue le haut de tableau. Je pense qu'il faut s'attendre aussi à des surprises. Tu vois, Laval, par exemple, je sais pas. Je pense que ça peut être une équipe qui peut viser le top 5 parce que ils n'ont pas de joueurs qui crèvent l'écran, mais ils ont un bon collectif et puis surtout une ADN dans ce club. Moi, j'avais écouté une interview de leur président. Ouais, c'est intelligent. Enfin, franchement, ça bosse bien. Il comprend cet équilibre. Visiblement qu'on comprend pas encore à Saint-Étienne, en tout cas les nouveaux propriétaires sur. Je crois que lui il fait, je veux pas dire de bêtises, mais il fait un tiers de très jeunes, un tiers de joueurs, allez on va dire en pleine possession de leurs moyens, jusqu'à 28 ans on va dire, et un tiers de vieux briscards. Bah franchement, alors Laval sans être l'équipe qui t'enthousiasme, mais c'est une équipe qui joue bien, donc pourquoi pas une surprise à un moment donné. Et après, alors attends, qui on aurait d'autres en force vraiment, qui pourrait mettre de la puissance dans ce championnat. Ouais, je serais pas forcément capable de donner un top 5 là immédiatement quoi. Ouais, moi je suis assez curieux de voir ce que va donner Dunkerque, parce que ça fait 1 an et demi qu'ils ont des résultats, je trouvais que ça travaillait plutôt bien, et puis là ils ont changé 2 fois d'entraîneur cet été, donc ouais, ça sent pas bon. Voilà, c'est que ça peut être un départ compliqué, donc on verra s'ils se relèvent de ça, mais c'est vrai que eux je les avais en tête et je me disais, je trouvais que la progression était bonne, donc ça pouvait être un challenger. On verra comment ils digèrent ce mauvais été. Cet été est contrasté. Non, voir si Clermont va à un moment donné sur le, mais je suis pas sûr qu'il y ait une dynamique pour. Reims, franchement, je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'ils ont aussi beaucoup de problèmes à côté, notamment, ils avaient des problèmes financiers. Je sais pas, tu vois, je verrais bien Annecy. Alors, même s'ils n'ont pas recruté non plus, c'est une équipe que je suis un peu parce qu'elle est dans la région et que, mais ils n'ont pas recruté. C'est une jolie ville. Pour être, ouais. Pour être, j'y ai vécu un petit peu, mais c'était pas Annecy à ce moment-là, c'était Évian-Thonon-Gaillard quand j'y étais. Ils n'ont pas une équipe, ils n'ont pas fait un recrutement très foufou, mais je sais pas, je me dis ça peut faire partie des surprises. Dunkerque, on les aurait jamais mis à ce niveau-là, même si il y avait une structure, même s'il y avait l'entraîneur qui travaillait très bien. Même s'il y avait Dembaba qui, je pense aussi, fait du bien dans la structuration. Voilà, à Annecy, il n'y a pas ce truc-là. Mais par contre, voilà, je me dis pourquoi pas ce genre d'équipe un peu surprise.
Après, je trouve que ça va être bien aussi de voir des équipes comme Nancy, comme Le Mans, qui étaient quand même. Enfin, moi, je trouve c'était dommage de les voir dans des divisions inférieures. Voilà. Après à voir ce que ça donnera. Il y a Rodez aussi. On va voir si Rodez peut faire quelque chose. Mais parce que l'année dernière, ils avaient montré quelques belles choses. Voilà. Après, c'est sûr qu'on s'attend à ce que Montpellier et Saint-Étienne soient les ogres un peu de cette Ligue 2, mais encore une fois, hein, c'est sur le terrain que ça se joue et pas sur le papier, quoi. Quand tu es supporter ou suiveur d'un club, forcément, qui était en Ligue 1, tu suis automatiquement la Ligue 1, beaucoup moins la Ligue 2. Cette nouvelle saison, tu vas l'aborder comment? Est-ce que c'est un début, donc tu es quand même excité? Est-ce que tu vas être un peu plus distant? Voilà, comment vont se passer ces premières semaines de compète pour toi? J'ai l'impression que je vais être un peu distant au mois d'août, parce qu'en plus je suis en vacances au mois d'août, donc j'ai essayé de profiter quand même, parce qu'ensuite le foot ça rythme tout le reste de l'année. Mais ouais, je pense qu'il y a l'âge aussi, hein. On parlait au début de mon rapport au foot. Ouais, euh, j'étais absolument fan quoi quand j'étais adolescent, et puis ça m'a aidé à me construire sur plein de trucs aussi. Ça m'a enfin ça m'a aidé sur plein de choses, d'avoir cet ancrage là sur le foot, voilà. Mais donc là j'ai l'impression qu'avec l'âge je suis un peu moins passionné. Mais quand t'es à Saint-Étienne, parce que moi j'ai pas mal bougé, j'ai suivi pas mal de clubs, certains qui sont pas très loin d'ici notamment, mais euh, ouais, mais je vais suivre quand même. Et puis alors, on sait pas trop encore, mais j'ai envie de commenter encore. Donc c'est sûr que ça va me titiller là. Voilà, quand il va y avoir septembre qui va arriver. Ouais, ça va titiller, je vais suivre. Et puis, enfin voilà, encore une fois, quand tu es à Saint-Étienne, tu suis forcément ouais, ce qui se passe. Mais oui, oui, je vais me remettre dedans, je pense, à partir de septembre, moi, à fond. Après, avant, ça va être encore un peu l'été, les vacances, mais je vais suivre attentivement. Autant, je regardais pas forcément les matchs en direct, parce qu'en plus, ils sont. Tu vois, Synthé les met sur YouTube, enfin, sur une plateforme. Là, celui de contre Cagliari, je suis allé sur le Cagliari Calcio pour le regarder. Je ne les regardais pas forcément en direct. C'est sûr que la Ligue 1, oui, je vais jeter un œil. Je vais forcément plus jeter un œil. Mais je vais pas tout arrêter pour regarder le match. Mais je vais quand même jeter un œil à l'évolution du score. Voilà. Donc il y a toujours une excitation. Mais ouais, c'est un peu moins le cas que par le passé. Bon, le temps file et on se dirige tout doucement sur la fin de la discussion. J'avais deux petites questions un peu accessoires. Depuis le week-end dernier, on connaît les 3 maillots que vont porter les Verts cette saison. Est-ce que tu as eu l'occasion de les voir de près? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y en a un qui te plaît un peu plus ou un peu moins que les autres? Alors j'étais un peu interloqué sur le troisième. Parce qu'on avait vu cette vidéo teaser là où Les joueurs découvraient le voilà, maillot les sans, joueurs sans le découvrent mais montrer. nous on voit rien, voilà. Franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah oui, d'accord, tout ça pour ça. Et en fait, quand il est porté, il a de la gueule quand même. Et contre Cagliari, je me suis dit, ah, c'est quand même dommage. Ce serait un maillot parfait, je trouve, pour un troisième maillot Coupe d'Europe, quoi. Ça aurait été parfait de le promener un petit peu avec ce flocage un peu doré. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne quand tu le regardes de loin. Mais voilà, ça aurait été pas mal. Sur les maillots, moi je trouve que à Saint-Étienne particulièrement, ça déchaîne les passions. Bon, écoute, moi, il y a un président qui avait une très bonne formule que je vais peut-être pas ressortir ici, mais voilà, ça change pas la face du monde pour moi. Après, il y a des maillots que j'ai trouvé plus jolis que d'autres. Celui-là est pas celui que j'ai trouvé le plus beau, en tout cas le maillot principal, quoi. Mais bon, c'est pas un maillot qui fait gagner non plus. Donc voilà, tant que leurs pieds, eux, sont jolis, après, enfin en tout cas font des belles choses, je préfère ça qu'un maillot, quoi. Bon. La dernière, parce que je sais que tu fais partie des auditeurs fidèles de cette émission, la dernière Ouais. question, tu la connais. Ouais. C'est
c'est que si tu pouvais choisir un des prochains invités qui soit en lien avec le club et ou la ville de Saint-Étienne, ce serait qui et pourquoi? Alors le problème, c'est que tu as déjà invité des gens que je voulais entendre. Ok. Donc Jesse Moulin en particulier. Voilà, parce que moi je suis l'AS Saint-Étienne vraiment depuis 2017, à peu près 2016-2017. Et en fait, Jesse Moulin et Loïc Perrin, moi j'adorais parce que je trouvais que c'était des mecs normaux dans un monde qui ne l'est pas. Celui du foot et voilà, je voulais voir ce que Jesse Moulin donnait aussi et s'il était fidèle aux joueurs qu'il était, assez proche des gens, etc. Donc ça a été fait. Je voulais écouter André Laurent, mais tu l'as fait il y a quelques années, parce que je pense que c'est l'un des meilleurs présidents qu'il y a eu à l'AS Saint-Étienne. Je dis ça parce que je me suis beaucoup rapproché de lui ces dernières années et que je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais je sais pas si tu l'as fait, mais Kevin Monet-Paquet, parce que je crois que c'est Jesse Moulin qui te disait de faire Kevin Monet-Paquet. Et j'ai essayé, mais c'est pas facile. C'est compliqué. Et Kevin Monet-Paquet, parce que moi en Ligue 1 cette saison je vais suivre de très près le FC Lorient, parce qu'on parlait des clubs que j'avais suivis, et notamment mon premier job était en Bretagne avec Anthony Perel. Alors on n'était pas dans la même radio, mais on était au même moment suiveur du FC Lorient, et en fait Kevin était, franchement c'était la star. C'était donc sur la saison 2011-2012. Et c'était la star. Vraiment, moi je me disais, ce joueur-là, faut juste qu'il aille dans un club plus haut que le FC Lorient et il va faire une carrière de dingue. Bon, il se trouve que il a fait une belle carrière malgré tout. Il a fait une belle carrière, mais moi je le voyais vraiment jouer la Coupe d'Europe chaque année. Tu vois, aller passer un step en France, donc là Saint-Étienne, je trouvais que c'était très bien, et puis ensuite partir même à l'étranger. Alors je te dis pas à Manchester United ou même si Manchester est plus une référence, mais je suis un peu vieux, mais dans des bons clubs européens en tout cas, qui jouent la Ligue Europa ou voilà. Et il l'a fait un peu à Saint-Étienne, mais je pensais vraiment qu'à cette époque-là, il avait un potentiel de dingue. Et puis parce qu'il est de Bourgoin et que moi j'ai grandi à Bourgoin, et donc voilà, c'est le côté un peu chauvin du truc. Et après, il y a un autre joueur, je sais pas si tu l'as fait, mais moi, dis-moi. Je disais, dans mon adolescence, j'ai commencé le foot grâce à mon père et tout, et je l'ai commencé en suivant un club à 60 km d'ici, tout simplement parce que géographiquement, j'étais aussi très proche de là-bas. Et puis, de la même façon que mon père, quand il était jeune, il venait à Saint-Étienne pour regarder de la Coupe d'Europe, moi, quand j'étais jeune, j'allais à Lyon pour regarder de la Coupe d'Europe. Donc voilà. Et malgré tout, il y avait un joueur à Saint-Étienne que j'adorais, vraiment, c'est Stéphane Pédron. Et du coup, pour le côté un peu Madeleine de Proust, pourquoi pas, ma Madeleine en tout cas de ma jeunesse, pourquoi pas Stéphane Pédron. Quel pied gauche. Et en plus, qui est passé par Lorient évidemment. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, qui en plus est passé par Lorient, donc je boucle ma boucle, on va dire. Bon, écoute, pour KMP, je vais relancer le contact, et puis pour Stéphane Pédron, c'est une super idée, donc pourquoi pas. En tout cas, l'invitation, si jamais par miracle il nous regardait, l'invitation est lancée. Et puis ouais, ce serait très intéressant, je pense. Ouais. Il a été, c'est vrai que je me suis pas mal intéressé à cette époque parce que j'adorais cette équipe-là et qui a explosé avec l'affaire des faux passeports. Donc, je suis toujours curieux d'entendre comment les mecs qui ont vécu ça l'ont vécu justement. Voilà. Ouais. Ouais. Puis en plus, il a fait une belle carrière derrière. Ouais, il joue à Lens, à Paris, ouais, carrément. Ouais, voilà. C'est un joueur qui a une carrière très honnête et qui presque était même un peu sous-coté, on va dire, peut-être. Certainement, ouais. À ce qu'il savait faire. Bon, écoute, Anto, merci du temps que tu nous as donné. On a passé l'équivalent d'une mi-temps. J'espère que pour toi, c'était un aussi bon moment que pour moi. Et pour vous tous qui nous regardaient. Ouais, et puis tu sais, tout le... Enfin, voilà, on va pas se lécher le museau, on va dire, mais
Tu sais tout le bien que je pense de ton travail et du coup, c'est c'est hyper gratifiant, je trouve, de pouvoir faire une interview et d'y participer, quoi. Bah, tout le plaisir était pour moi. Et puis je vais te souhaiter une bonne saison et avant tout, bien sûr, des bonnes vacances. Ouais, merci. Pas très loin de Lorient, tu vois. Ça s'invente pas. Ça s'appelle du lobbying, au bout d'un moment, il faut dire la vérité, monsieur Verpillon. Non, mais j'ai beaucoup bougé. Encore une fois, tu vois, j'en parlais avec un de mes collègues de mon nouveau boulot. Aujourd'hui, j'ai beaucoup bougé. Il y a 2 lieux qui m'ont happé. Et pourtant, pour la petite histoire, j'ai fait mes études à Nice. Ensuite, effectivement, je suis parti en Bretagne, en Haute-Savoie, dans le Tarn, etc. Enfin, dans l'Ain, j'ai beaucoup bougé. Et ben, il y a que 2 lieux qui m'ont vraiment attaché, qui m'ont aspiré. Je sais pas comment dire, c'est comme ça. C'est la Bretagne, donc Lorient, et Saint-Étienne. Et je pense que je pourrais, si je quittais Saint-Étienne, ce serait pour aller à Lorient et vice versa. Enfin, je me verrais pas habiter ailleurs maintenant que dans ces 2 lieux-là. Pour une question de paysage ou plutôt au niveau humain? Non, humain, ouais. Humain. J'ai pas beaucoup aimé Nice. C'est une question humaine avant d'être une question de paysage. Non, humain, et puis ouais, je sais pas, il y a ce côté très identitaire aussi, mais il y a un côté très identitaire à Nice que je déteste vraiment, parce que c'est identitaire dans le mauvais sens du terme. À Saint-Étienne, tu as une identité, dans la Loire de manière générale, je trouve une identité, et comme elle est en Bretagne, mais les gens la célèbrent plus que la défendent d'une manière, voilà, pas très jolie. Ils la célèbrent et c'est ça que je trouve très beau et touchant. Ouais. Bon, et ben écoute, on termine sur cette note touristique. Et qui fait que beaucoup de joueurs restent à Saint-Étienne. C'est vrai. J'avais posé la question à Laurent Batles, qui n'est pas du tout de Saint-Étienne. Et je lui avais dit, je me rappelle lui avoir dit sur le plateau de Club ASS, je sais pourquoi vous allez y rester, est-ce que vous pouvez l'expliquer en fait? Parce que moi je sais pourquoi les gens restent ici, et n'étant pas d'ici. Et c'est difficile à dire, mais quand tu regardes la ribambelle de joueurs, et moi je trouve le plus emblématique, c'est Pascal Fendouno. Mec, il a joué à Monaco, à Bordeaux, à Lorient aussi, au Qatar, et il reste vivre à Saint-Étienne. Bon, c'est qu'il y a quelque chose de plus qui ne s'achète pas. Les gens sont riches ici de choses qui ne s'achètent pas. Et je trouve que voilà, tout est dit dans cette phrase. Bon, c'est un hommage qu'en tant que Stéphanois, je prends bien volontiers. Et on va terminer sur ces belles paroles. Anto, encore une fois, merci beaucoup. Bonnes vacances et puis bonne saison. Ouais. Je pense qu'on se croisera du côté de Geoffroy Guichard. Ou à pas, bientôt. Mais on se croisera quand même. Ouais, à plus. Ciao. Salut.